Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Carnopolitis. L'émission traite de sujets divers et variés, allant de l'économie à la politique, de la culture au sport et du social à la santé. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir sur Carnopolitis un ancien proche du pouvoir avec qui il a pris cette distance, ancien conseiller officieux pour la communication, homme de médias, directeur de publication du bimensuel Le Verbe d'Ongomo, ancien pensionnaire du séminaire Saint-Jean de Libreville. Madame, Monsieur, je reçois sur Carnopolitis Télésphore Obamgomo. Monsieur Télésphore Obamgomo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il est difficile de vous joindre, hein. On a essayé plusieurs fois sans pouvoir obtenir le succès escompté. Vous avez trop d'occupations? L'actualité politique actuelle est brûlante. Elle s'accapare des journalistes. Donc, étant directeur de publication de mon journal, je me devais d'être au chevet de l'actualité pour pouvoir recueillir l'information juste et exacte et la servir aux populations gabonaises. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous faisiez partie des individus qui relayaient le mieux l'œuvre d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Non, ce n'est plus du tout le cas. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons eu un contentieux en 2010. Je suis parti de la présidence suite à un désaccord fondamental dans la gouvernance, dans la manière de conduire les affaires publiques. D'abord, ça le conseil de l'ancien Premier ministre Paul Biya-Guemba. Ensuite, c'est venu avec le cabinet présidentiel directement. Et par la suite, les actions posées au sein du Parti démocratique gabonais. Donc, je ne me reconnaissais pas, ou du moins, je ne me reconnaissais plus dans tout ce qui se faisait. Et je me devais de pouvoir me retirer afin d'avoir ma conscience tranquille. On va peut-être parler de cet aspect du Parti démocratique gabonais. Je vous ai présenté en tant que conseiller officieux. Cette présentation vous sied? Oui, et c'est parce que j'ai toujours été sollicité pour des services en termes de communication, parce que je suis un expert en communication, en stratégie politique et dans la rédaction des discours. Donc, du coup, c'est une présentation qui me sied, parce que c'est exactement ce que je faisais, non pas avec une cassette officielle, parce qu'il n'y a jamais eu de décret de nomination, mais il y avait des services rendus. Vous savez, j'aime bien me présenter un peu comme Robert Bourgi ou bien encore comme Didier Julia, qui quelquefois ont été mandatés pour des missions officieuses. Et souvent, nous n'aurons pas toujours, non pas la meilleure récompense, parce que quand les affaires ne tournent pas bien rond, et je pense que beaucoup tournent kazakh, ne veulent pas assumer le fruit de leurs échecs. Alors donc vous attendiez clairement une certaine récompense, c'est-à-dire que vous soyez officiellement un conseiller d'Ali Bongo Ondimba? Oh, je pense qu'aujourd'hui, non, ce n'est plus le poste dont je rêve. Non, non, je parle effectivement d'avant que vous ne sortiez de ce giron. Avant, j'avais quasiment la fonction sans l'avoir officiellement, puisque j'agissais en tant que tel, donc comme tel. Donc je ne pense pas qu'un décret aurait forcément changé la nature du travail. Mais quelle récompense auriez-vous voulu avoir? Mais tout individu attend une récompense quand il fait son travail, M. Carnot. Tout individu. Oui, mais vous ne pensez pas que d'être à ses côtés, d'aller dans des missions officieuses, de faire des choses qu'il vous demande et qu'il ne demande pas à quelqu'un d'autre, c'est déjà une récompense en soi? Je ne pense pas, parce que la meilleure des récompenses, c'est lorsqu'on ne vous la donne pas seulement dans le secret des dieux, mais c'est également auprès de l'opinion publique. On peut vous reconnaître un certain mérite, un certain talent, certaines compétences. Et puis, quand on vous pose une certaine de votre nomination, on sait exactement ce que vous valez. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup qui sont nommés parce qu'il y a d'autres affinités ou d'autres liaisons. Mais je pense que pour mon cas, dans ce domaine pour lequel j'étais sollicité, c'était vraiment du fait de ma compétence. Et vous avez passé quand même beaucoup de temps avec le pouvoir actuel et vous n'avez pas trouvé votre compte malgré tout? Alors, j'aimerais vous dire Vous n'avez pas pu trouver un compromis? Pourquoi claquer la porte et partir? Je continue à chercher au sein du pouvoir, sans prétention aucune, je continue à chercher au sein du pouvoir une personne qui défendait mieux
Ali Bongo sur les réseaux sociaux que moi. Effectivement, j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai vu, entre guillemets, un clash entre vous et quelques compatriotes qui sont installés à l'extérieur du pays. Et effectivement, vous défendiez bec et ongle le projet d'Ali Bongo. Mais alors aujourd'hui, êtes-vous satisfait de la gestion du pays par Ali Bongo Ondimba? Alors, objectivement, non. Pourquoi je dirais non? Parce que lorsqu'on soutient un homme politique, lorsqu'on soutient un candidat, on soutient surtout un projet. Le projet, j'y ai cru. L'avenir en conférence exposé en 9 axes, j'y ai cru. Malheureusement, j'ai très vite déchanté quand je me rendais compte que les mesures ou les décisions qui étaient prises n'étaient pas conformes à l'esprit même de l'engagement qui me liait au chef de l'État, au candidat et devenu chef de l'État. Exemple parlant, la dissolution de l'Union nationale, alors que l'axe 1 disait qu'il devait accorder plus de liberté. On a la société civile, notamment celle qui est conduite par Marc Ona, qui était à chaque fois pourchassée. Il y a des médias qui étaient censés censurer. Alors, je ne pouvais pas me permettre de continuer à soutenir des situations ou des réalités qui allaient à l'encontre de l'engagement qui m'avait lié avec le candidat. Donc du coup, il fallait progressivement prendre ses distances et puis commencer, non pas à voler en cavalier léger, mais en cherchant sa voie, celle où je peux exprimer ma liberté parce que je suis un homme libre. Je vais exprimer ma liberté de manière calme, cohérente et structurée. Et c'est ce que j'ai fait. Alors vous avez été le pourfendeur le plus agressif de l'opposition gabonaise, enfin d'un certain nombre d'individus militants au sein de l'opposition gabonaise. J'ai en mémoire cette réponse que vous faisiez Jean-Aimé Mouketou, qui lui aussi était un Gabonais vivant à l'extérieur du pays, qui vous faisait le grief de continuer à faire le griot d'Ali Bongo Ondimba, alors que ce qu'on reproche au pouvoir actuel, c'est qu'on fait des promesses et on n'arrive pas à les réaliser. Aujourd'hui, est-ce que vous tireriez votre chapeau à Jean-Aimé Mouketou? Non, parce que ce n'est pas une victoire de Jean-Aimé Mouketou sur M. Tsobango. Nous étions dans un débat d'idées. Un débat d'idées, nous venions à peine de prendre le pouvoir en 2009. Et je considérais qu'il y a ce qu'on appelle l'état de grâce d'un homme politique ou du moins un chef de l'État. L'état de grâce, selon moi, il dure de 3 ans. Il faut laisser au moins la personne faire ses preuves. Du moins, au bout de 3 ans, quand on se rend compte que vraiment rien n'avance, rien ne va dans le sens annoncé, mais il faut déjà, 1, tirer la sonnette d'alarme, 2, claquer la porte lorsqu'on n'est pas écouté, de telle sorte qu'on ne se rende pas complice d'une situation compliquée, difficile, qui d'ailleurs accable aujourd'hui bon nombre d'acteurs politiques. Alors, pour rendre mémoire à mon très cher frère André Boban, il y avait eu cette question en 2009 que je lui ai posée lorsqu'il est venu faire sa conférence de presse à Paris. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné du pouvoir en place alors que aujourd'hui, vous dénoncez certains mots qui minaient le pouvoir? Quelle est la crédibilité qu'on peut vous accorder? Ne voulant pas que la même question me soit posée, donc qu'est-ce que j'ai préféré faire? J'ai tiré la sonnette d'alarme, je n'ai pas été écouté, mais je me suis retiré, tout simplement. Avec Jean-Aimé Mouketou, il faut comprendre que beaucoup de Gabonais de diaspora considèrent le Gabon divisé en deux. Le camp des bons et le camp des mauvais. Le camp des bons serait ceux qui sont dans l'opposition et le camp des mauvais serait ceux qui sont dans la majorité. Mais dans le pouvoir, il y a beaucoup qui ne partagent pas ces idées. Chacun a sa manière de comprendre la situation. Il faut laisser le temps. Ce que moi je peux comprendre assez aisément, en l'espace de 3 jours, mais il faudra peut-être beaucoup plus de temps à d'autres personnes pour les comprendre. Ça aussi, cela relève de la nature des individus et de l'éducation que nous avons reçue. Alors, avec certains Gabonais de diaspora, étant donné que je défendais pas bec et ongle, je ne dirais pas ça, je défendais les actions annoncées et quelquefois débutées par Ali Bongo. Annoncées et débutées. Et je minimisais quelquefois les propos de l'opposition. Nous étions dans notre rôle, dans nos rôles. Exact. Eux étant de l'opposition, moi étant de la majorité, étant encarté PDG. Donc, chacun faisait jouer sa partition. Bon, la force des arguments m'aidant, en ce début de mandat, ils étaient plus ou moins accablés.
Bon, aujourd'hui, il va sans dire que, étant donné que je ne suis plus ceux qui défendent Ali Bongo et son bilan, je suis beaucoup plus parmi ceux qui posent des questions, parce que je me suis posé en homme de médias. Aujourd'hui, beaucoup saluent mon courage, mais beaucoup également de la diaspora sont restés sur l'image du début. Mais ce n'est pas possible, il ne peut pas changer, il ne peut pas quitter le PDG. Vu comment il défendait le chef Ali Bongo, ce n'est pas possible qu'un tel individu puisse sortir de cette machine. Mais bien sûr, parce que si j'ai déposé ma lettre de démission auprès de Faustin Boukoubi en 2012, lorsque j'ai créé mon journal, conformément au code de la déontologie journalistique, et par la suite, j'ai créé mon organe de presse et je me suis rendu indépendant et libre. Alors aujourd'hui, à qui faites-vous porter le chapeau du bilan à mi-parcours d'Ali Bongo Ondimba? D'aucuns diraient qu'il est mal entouré, d'aucuns diraient que les orientations qu'il donne ne sont pas bien matérialisées sur le terrain, et d'autres pensent que les décisions que lui, il prend, intuiti personae, ne sont pas bonnes. Donc à qui faites-vous porter le chapeau de ce bilan que je n'ose pas qualifier, parce que c'est vous qui allez le qualifier? D'ailleurs, comment qualifier le bilan à mi-parcours d'Ali Bongo? Non, il est négatif. Il faut être objectif. Il y a une crise politique qui est là, qui s'est endurcie. Il y a une crise économique qui est là. Le chef d'État l'a reconnu dans son discours de fin d'année. Il y a une crise sociale qui est là. On voit bien les mouvements sociaux qui existent, au moins de l'éducation, de la santé et du social. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise au Gabon. Ce serait quand même aberrant et un grossier mensonge. Malheureusement, mon éducation m'empêche de pouvoir venir comme ça là dire des contes de vérité en public quand d'autres vivent la réalité d'une manière très difficile. L'échec du bilan d'Ali Bongo, mais c'est Ali Bongo lui-même, le responsable. On ne va pas comme ça chercher des boucs émissaires. C'est Ali Bongo, dit-on. Le peuple lui aurait confié un mandat, c'est à lui de venir répondre devant le peuple. Il a promis des choses, qu'il est censé réaliser. S'il n'a pas réalisé, c'est à lui de répondre. La question de l'entourage, accuser l'entourage et créer l'effet de bouc émissaire est une stratégie dépassée. Elle est dépassée parce que les boucs émissaires, qui les nomme et qui les révoque? C'est le chef de l'État toujours. Donc quand on nomme des gens, parce qu'on estime qu'on a confiance en ces personnes-là, parce qu'on estime qu'on a cet effet de leur action passée et présente. Donc du coup, s'il continue à les maintenir alors que beaucoup de gens dénoncent la présence de certains de ses collaborateurs, cela voudrait dire que lui-même, il les soutient. S'il les soutient, c'est qu'il est satisfait, il est d'accord avec tout ce qui se fait. Donc, de ce fait-là, je crois que Ali Bongo est responsable de son bilan. Mais on dit que Ali Bongo a inspiré le projet de société qui lui a valu cette élection. Il a donné les grands axes, il a donné les grandes idées de ce projet de société. Ce n'est pas à lui quand même d'aller sur le terrain pour matérialiser tout ça. Si il s'est entouré de gens, c'est à ces gens-là de le faire. Et donc je me demande bien pourquoi ce serait lui, même si c'est lui que le peuple a élu. Ben, c'est justement la réponse que vous l'avez donnée. Quand le peuple vous a élu sur la base d'un mandat, la base d'un projet, si le projet n'est pas réalisé, 7 ans après, vous allez retourner vers le peuple va s'adresser à vous. Le peuple ne va jamais s'adresser à vos collaborateurs. Jamais. Cela, c'est j'ai envie de dire, le b.a.-ba en politique, surtout quand on est candidat à une élection. Donc je crois que, je vous dis bien, M. Carnot, la question des boucs émissaires, comme on les appelle d'ailleurs, c'est-à-dire ce sont des fusibles. Mais pour mettre des fusibles dans leurs différents endroits, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui pose l'acte. Et celui qui pose l'acte, il sait bien le responsable, après, de tout ce qui va se passer. S'il a pris les mauvais fusibles, c'est son problème. C'est son affaire à lui. Maintenant, il viendra répondre de ses mauvais choix ou de ses bons choix. Le mot « erreur de casting », ce n'est pas le peuple gabonais qui l'avait inventé. Une expression qui est sortie dans un des discours du chef de l'État. Il reconnaissait qu'il avait fait de nombreuses erreurs de casting. Alors, quand quelques années après, il y a toujours une redondance d'erreurs de casting, il faut bien se poser la question, l'erreur de casting, elle vient d'où? Elle vient de celui qui commet les erreurs, bien celui qui, selon le peuple, est une erreur déjà lui-même. Donc vous voyez, je crois que on peut vite trouver la réponse sans être trop méchant. Mais il faut dire les choses avec beaucoup de sincérité, de sérénité et de vérité.
Alors, à vous entendre parler, je dirais comme le téléspectateur lambda, on ne le reconnaît pas dans son discours. Vos anciens amis disent aujourd'hui que vous avez quelques accointances avec l'opposition aujourd'hui, que vous êtes piloté par un certain nombre de personnalités de l'opposition. C'est pour cela que vous prenez ce type de position vis-à-vis d'un pouvoir qui ne vous a pas récompensé comme vous auriez souhaité. Donc en fait, on a affaire à une personne aigrie. Monsieur Carnot, j'ai la majorité de mes amis dans le pouvoir. Je côtoie les gens de l'opposition par le biais de mon cadre professionnel. C'est-à-dire que j'ai un organe de presse. Si je veux avoir l'information juste, il faut que je m'adresse à la personne concernée. Si je veux avoir une information sur l'Union nationale, il est quand même beaucoup plus intéressant de s'adresser à M. Miboto ou M. Jean-Pierre Ougou que d'aller chercher l'information à Cocotier ou bien sur Info Kingele. Alors, c'est ce qui m'amène à côtoyer les membres de l'opposition. Et après, il y a des relations familiales, amicales, parce que M. Jean Ping a travaillé au cabinet présidentiel de Marofé Omar Bongo avec mon père, donc nous le connaissons très bien. Pas parce que je dis il est entré dans l'opposition que je ne dois plus le fréquenter. Pareil pour M. Jacques Adiaïno, qui a été un proche de mon père. Donc du coup, ce sont des relations que nous avons, au-delà du cadre politique. Alors, et puis André Mobam, qui était un grand frère, avait, dit-on, beaucoup d'admiration pour moi. Il me l'a dit plusieurs fois. Beaucoup d'admiration pour mon courage, ma détermination, et surtout mon franc-parler. Alors, j'ai plus d'amis dans le pouvoir et au très haut niveau que dans l'opposition. Aigri, je ne pense pas que je suis, parce que je pense être un homme libre. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans la seconde partie. Télésphore Bangom, vous vous êtes attiré quelques inimitiés au sein du parti au pouvoir, pour vos écrits notamment de la part du délégué national de l'UJPDG. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec lui? Alors, nous avons de très très mauvais rapports, malgré la médiation de deux grands frères. Nous sommes en procès à Paris, et le procès aura lieu normalement en 2016. Selon mon avocat, William Bourdon, qui s'occupe d'ailleurs des biens mal acquis, nos rapports sont très mauvais. Parce que nous n'avons pas de rapports, nous n'avons pas de différents de personnes. Nous avons des différents, notre différent est lié d'abord à notre moralité et puis à nos différentes actions qu'on pose sur le terrain. Lorsqu'on voit des jeunes venir dire des contre-vérités publiquement, quand la réalité est tout autre, c'est choquant. Quand on voit des jeunes faire ce que beaucoup appellent du lèche-bot, c'est choquant, c'est frustrant. Quand on voit des jeunes faire tout feu tout bois pour avoir un petit transpontin sur le plan social, c'est décevant. Alors, voici des individus, voici un individu qui navigue dans l'immoralité, ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Quand on le dit, ce n'est pas faire offense, c'est une réalité. Lorsque quelqu'un a volé, on lui dit qu'il est un voleur, ce n'est pas lui faire injure. C'est lui, ne fait que lui dire, lui renvoyer l'image qu'il projette, ce qu'il est en réalité, du fait de ses actions. Alors, entre Bien-Payé et moi, il n'y a pas de conflit de personnes. C'est un conflit d'idées et puis de moralité. Et le procès, il a lieu quand? Mon avocat William Bourdon m'avait dit en 2016. On n'a pas précisé si c'était en début ou en milieu, mais je pense beaucoup plus en milieu 2016. Est-ce que vous avez pensé, vous êtes arrivé d'imaginer être à la tête de l'UJPDG? Non. Non, parce que je ne suis pas habité par une ambition politique particulière. Sinon, j'aurais, je pense, navigué dans des comportements complètement décevants. C'est-à-dire qu'on passe son temps à faire des coups bas, on passe son temps à épier, à trahir, à mentir. Vraiment, ce n'est pas mon fort. Je n'ai pas été élevé ainsi, donc je n'ai pas commencé à avoir une carrière de menteur ou bien d'opportuniste à 33 ans. Le bel âge, le bel âge.
Alors, que pensez-vous de la nouvelle opposition gabonaise au moment où on compte des morts, la mort de certains de ces ténors, au moment où on remarque la balkanisation des partis qui restent, c'est déjà vrai pour l'UPG, c'est vrai pour le parti de feu Maître Argonjo, c'est vrai pratiquement pour l'Union nationale qui compte aujourd'hui au moins 2 courants de pensée. Que pensez-vous de ce qui va devenir pour l'opposition gabonaise dans les 6 prochains mois? Alors, je vous donne mon point de vue en tant que citoyen gabonais et puis, si possible, en tant que professionnel de la communication. Sur le plan du citoyen, c'est-à-dire que l'opposition gabonaise reste la même s'il y a de nouveaux visages qui apparaissent, parce que le combat, c'est un combat d'idées, ce n'est pas un combat de personnes. On combat quoi? On combat la vie chère, on combat quoi? On combat la pauvreté, on combat le manque de logement, on combat le coût excessif au niveau de manière scolaire, on combat plus de liberté de la presse, etc. C'est le même combat qui est mené depuis des années, mais avec des personnes différentes. Le combat reste le même. Donc, il y a juste de nouveaux visages qui apparaissent, mais le combat reste le même en termes d'opposition. Donc, je pense que l'idéal qui anime l'opposition est le même. Dans les différents courants qui existent, c'est une très bonne chose. C'est une marque de démocratie. On a bien vu dans des vieilles démocraties comme la France, qui nous sert d'exemple, on a vu plusieurs courants émerger, mais il faut rester sur les fondamentaux. Dès que les principes fondamentaux sont posés, et puis on sait faire abstraction de toute sensibilité, susceptibilité, ego de personnes, je peux vous annoncer que les choses avancent très très vite. Et dans le cadre de l'opposition gabonaise, honnêtement, avec la mort d'André Bobam, qui fut le leader, je pense que les choses pas se porteront mieux, mais se dessineront mieux. En ce sens qu'il a tracé un sillon assez profond. Il sera quand même très difficile aujourd'hui de pouvoir faire sans lui, bien qu'il ne soit plus là physiquement. Mais est-ce que vous pensez que, telles que les choses se déroulent aujourd'hui au sein de l'Union nationale, je veux dire que les scissions ne sont pas encore ouvertes de façon béante, mais on voit quand même quelques germinations. Est-ce que, telles que les choses se passent au sein de ce parti aujourd'hui, on peut voir émerger un leader charismatique qui pourra cristalliser l'attention des partisans de l'Union nationale, comme l'aurait fait André Bobam? Ce que je vous disais à l'instant, c'est que André Bobam a tracé le sillon. Il a tracé les plans, et maintenant arrive à chacun de poser sa pierre. Ce n'est pas un leader, ce n'est pas un individu qui pourra réussir le combat d'André Bobam. André Bobam n'était qu'un acteur parmi tant d'autres, avec beaucoup de charisme, il faut le lui reconnaître, avec beaucoup de détermination, il faut le lui reconnaître, mais c'est l'assemblage des différents militants qui forment un parti politique. C'est-à-dire que les militants vont dans la même direction, ils vont vers les mêmes idées de pensée. On peut concevoir les choses différemment sur la forme, mais le fond restera le même. Toujours, le fond restera le même. Donc je pense qu'un leader sortira naturellement de cette affaire-là, parce qu'avec autant d'esprit brillant qu'il y a dans l'opposition, je ne vois pas comment on peut faire sans avoir un leader. Alors on a du mal à trouver véritablement ce leader pour ce qui est de l'Union du peuple gabonais, l'UPG. Pierre Mamboundou est décédé il y a quelques années. On voit bien que le parti a au moins 2 présidents aujourd'hui. Chacun tire la couverture de son côté pour dire c'est moi le vrai président, c'est moi qui rassemble le mieux, c'est moi qui parle le mieux au nom de Pierre Mamboundou, c'est moi qui cristallise au mieux les idéaux de Pierre Mamboundou. C'est difficile de voir un leader sortir de ce type de situation. Ce serait peut-être le cas pour l'Union nationale. Monsieur Carnot, la question de l'UPG est réglée depuis longtemps. Nkani Wango a démontré au peuple, il a fait la démonstration au peuple qui sortait du lot, largement. On a vu comment ses prises de parole, ses prises de position, sa manière de venir exprimer les désaccords
qu'il oppose face à ses adversaires, c'est-à-dire Mathieu Mouanzengui et Bruno Benbomamba, on voit bien que Jean-Didier Moukani Ouangou sort largement du lot. Son éloquence, la qualité et la qualité, le genre même de son argumentaire, pour les esprits brillants et modestes comme la plupart des Gabonais, ils comprennent très très bien ce discours-là. Et puis on voit bien qu'il y a un jeu politicien derrière, organisé par des politicards. C'est-à-dire que des gens qui veulent tuer l'UPG dans l'œuf pour en faire un parti à la solde, je ne sais quel roi ou roitelet. Non, je crois que, pour ma part, la question de l'UPG a été résolue depuis fort longtemps. Le peuple gabonais n'est pas dupe. Depuis 1990, je ne pense plus qu'on puisse encore venir tromper le peuple gabonais n'importe comment. Moukani Iwango, pour beaucoup de Gabonais, est le président de l'UPG. Ceux qui font de la comédie ou de la gesticulation à côté, ça n'engage qu'eux. Mais pour beaucoup, on sait que c'est Moukani Iwango qui représente l'UPG. Alors, au sein du Parti démocratique gabonais, est-ce qu'il y a, vous qui avez été quand même pendant longtemps à l'intérieur de ce parti, en tant que spécialiste de la communication, est-ce que vous avez ressenti ce genre de scission se dessiner? Est-ce qu'il y a une union au sein du Parti démocratique gabonais? Non, il n'y a pas d'union sacrée au sein du Parti démocratique gabonais, et cela se voit bien. Quand on a un éminent membre du Parti gabonais qui dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, on s'adresse à qui en fait? À des pères qui étaient là avant? À nos grands-pères qui étaient là avant? Ça prouve déjà les tensions qui existent à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Quand le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est matraqué dans la presse, est matraqué dans les médias, combien de membres du Parti démocratique gabonais vont sur les plateaux pour défendre? Ce sont des signes qui montrent la crise profonde qui règne à l'intérieur. La seule chose qui fait en sorte que le PDG n'explose pas pour l'instant, c'est parce que certains se veulent protéger leur petite place, leur petit poste, leur petit prébande, c'est tout. Mais enlevez les prébendes au sein du PDG, vous verrez l'explosion. Est-ce que pour ce qui est des autres partis qui sont autour du Parti démocratique gabonais, le même problème peut se poser? Alors, ça sont des partis, pour beaucoup, sont des partis politiques alimentaires ou opportunistes, créés de manière circonstancielle pour faire plaisir, pour faire le nombre. Mais quand vous allez regarder, il n'y a rien à l'intérieur. Ils n'ont quasiment pas d'élus, pour beaucoup d'entre eux. Ils n'ont quasiment pas d'élus. Même parti politique, il vit de quoi? C'est militant, et surtout, il est reconnu à partir de quoi? À partir de ce nombre d'élus. Bon, Jean Boniface se bat comme un bon diable pour avoir quelques élus, et il a réussi. Alors, c'est un parti véritablement reconnu comme étant un parti qui soutient la majorité. CLR. CLR. Mais quant à dire d'autres partis qui n'ont même pas un seul élu, ils ont combien de militants? Ce sont des partis qui ont été créés pour avoir un peu de sous, et puis pour accompagner le pouvoir, pour faire le nombre. Non, soyons sérieux. On parle quand même des affaires d'une haute importance, c'est-à-dire la gestion politique du pays. Il ne faut pas qu'on puisse encourager de telles manœuvres qui font de beaucoup d'individus des politicards ou des politiciens de la petite semaine. C'est la fin de cette deuxième partie. Je vous rappelle que nous avons pour invité cette semaine Télésphore Bamgom, directeur de publication du bimensuel Le Verbe d'Ongomo. On se retrouve juste derrière ce jingle pour la troisième partie, c'est d'actu. Télésphore Bamgom, Jean-Pierre Fabre a rejeté les résultats donnant Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle au Togo. Selon les premiers chiffres sortants, le président sortant aurait 58,75% contre 34,95% des voix pour l'opposant. C'est l'ouverture d'un nouveau contentieux électoral sur le continent pour les élections qui se sont déroulées la semaine dernière. Pourquoi les élections en Afrique doivent-elles toujours être contestées par l'opposition? Alors, j'explique cela par un manque de valeur et puis une perte de repères. Une perte de repères. Le pouvoir pour le pouvoir ne sert à rien. Le pouvoir pour en jouir comme de petits gamins ne sert à rien. Le pouvoir pour bâtir, comme certains construisent, avec l'idée de faire rester leur nom dans l'histoire, c'est ça le réel pouvoir. Je pose toujours la question à certaines personnalités au niveau du Gabon, qu'est-ce qui retient de Georges Rahuri?
Qu'est-ce qui retient Georges Weah Wade, qui a occupé les postes les plus prestigieux de ce pays? Beaucoup de Gabonais ne retiennent rien du tout. Pourtant, il fait partie des personnes qui ont dirigé ce pays-là. Dans le cadre du Togo, à quoi ça sert à des individus de vouloir s'éterniser au pouvoir quand les bilans ne sont pas à la hauteur? Quand les bilans ne sont pas à la hauteur. Je vous parlais tout à l'heure de perte de repères et perte de valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des propos, des coutumes dans notre culture qui enseignent la vanité. La vanité, c'est ce qui ne dure pas, ce qui est évanescent, ce qui est éphémère. Beaucoup sont dans l'éphémère, le moment T, sans regarder le futur. Dès qu'on perd ces repères-là, où on nous enseignait qu'un homme, son nom doit rester éternellement, il doit poser des actes pour que son nom demeure éternellement, dès qu'on perd ces repères-là, on fait n'importe quoi. C'est pourquoi on veut le pouvoir pour le pouvoir. Mais ce n'est pas ça le pouvoir. C'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est justement quand des gens vous le confèrent, les gens vous respectent, les gens vous adulent, les gens ne vous oublient quasiment jamais. Parce que vous aurez marqué votre temps par vos actions et par vos paroles. Est-ce que vous insinuez par là que Faure Gnassingbé, qui est quand même au pouvoir depuis 2 mandats aujourd'hui, n'a rien fait pour les Togolais jusqu'à présent? Alors, je ne serais pas aussi excessif, mais je ne pense pas que les Togolais soient satisfaits de son bilan. Par rapport aux richesses qui existent au sein du Togo, je crois quand même que la différence ou la balance est complètement déséquilibrée en faveur des points négatifs et en défaveur des points positifs. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait, à un moment donné, que les gens comprennent que quand ils n'ont pas été à la hauteur, ils passent le flambeau. Il s'agit d'un peuple, il s'agit d'un pays à construire. Y a-t-il pas de fierté à partir au pouvoir, comme est parti Nelson Mandela, ou comme est parti Jonathan Goodluck du Nigeria? Y a-t-il pas de fierté à voir ça? Qui avait dit que les chefs d'État africains doivent forcément mourir sur le fauteuil présidentiel? Qui avait dit ça? C'est écrit où? Que ce sont les mêmes familles qui doivent toujours gouverner les gens pendant 40, 50, 100 ans. Qui avait dit ça? Justement, sur cette question, au Bénin à côté, les fils de Mathieu Kérékou, de Nicéphore Soglo et même de Thomas Yahi Boni se présenteront à la prochaine élection présidentielle. Ils ont le droit. Ce sont des citoyens. Ça va donc être les mêmes familles. Ça va être les mêmes familles, mais je pose la question à ces familles-là. La famille de Fouet-Boigny, tout puissant au Fouet-Boigny, pourquoi elle ne fait pas de politique en Côte d'Ivoire? La famille de Abdou Diouf au Sénégal, pourquoi elle ne fait pas de politique au Sénégal? Pourtant, ils avaient l'aura de ils jouissaient de l'aura de leur papa, l'aura de leurs descendants. Mais parce que je crois que c'est une question de culture et de valeurs. Les gens ne sont pas attachés aux valeurs. Il faut voir d'où sortent ces gens, ces individus-là, pour comprendre. Parce que quelqu'un qui a été bien éduqué, quelqu'un qui a reçu des valeurs fondamentales de ses parents, ne peut pas se comporter de la sorte. Il est attaché à quelque chose qui dure, quelque chose qui demeure, à quelque chose qui marque l'histoire. C'est ça les vrais hommes. C'est ça les vrais hommes. Et il en manque de plus en plus en Afrique. Alors selon vous, quelles sont les clés indispensables pour présenter au monde non pas toujours un visage hideux du continent africain, mais pour présenter au monde les fondements d'une Afrique qui gagne? Quelles sont les clés? Les clés, c'est l'amour du prochain, d'abord. L'amour du prochain et puis le retour à nos valeurs. Parce qu'on est en train de vouloir épouser des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. La valeur de liberté, que je défends d'ailleurs, était une valeur qui était fondamentale chez l'occidental. La valeur de, comment ça dire, de dignité, d'honneur, était ce qui était primordial chez les Asiatiques, par exemple. Et la solidarité était une des valeurs fondamentales chez l'Africain. Mais dès l'instant où il y a un bouleversement, je précise, cela ne voudrait pas dire que la liberté et l'honneur n'existaient pas chez les Africains, bien chez d'autres peuples. Si, mais ces valeurs-là n'étaient pas classées en première position. Aujourd'hui, il y a une perte de repères parce que les Africains ont perdu le sens de la solidarité. Ils sont en train de... En amenant une sorte de valeur de base basique mais hybride qui fait qu'on ne se reconnaît pas en réalité. C'est quoi la valeur africaine? C'est quoi? Quelles sont encore ces valeurs-là où on savait que quand l'autre a besoin, on aide? On vient frapper chez M. Carnot, on a besoin de ceci, on aide. On va frapper chez le voisin, on n'a pas un toit où dormir, on aide. On n'a plus ces valeurs-là, ce repère-là. Aujourd'hui, ça pose un grand problème parce que les gens sont complètement désorientés. Quand vous enlevez, vous arrachez un enfant, une mère à son enfant de manière brutale,
Vous marquez l'enfant, vous marquez la mère, à vie, et vous n'aurez plus jamais les mêmes individus. Alors c'est exactement ça. On a arraché aux Africains leur mère, leurs valeurs, ce qui leur repère. Aujourd'hui, ils sont complètement désorientés. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui là. Des gens complètement plongés dans l'immoralité. Alors avec les influences de la mondialisation, on ne pourrait pas l'Afrique ne peut donc pas retomber sur ces deux pieds. C'est un combat à mener, que certains ont décidé de prendre à bras le corps. Ils réussissent tant bien que mal. Malheureusement, ils ne sont pas aidés par les pouvoirs publics, parce que souvent, quand on se réfère à ces valeurs-là, on combat de manière indirecte les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics sont contre ces valeurs-là qui appellent à la morale, qui appellent à la décence, qui appellent au partage, qui appellent... Vous voyez? Donc c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et dès qu'un maillon de la chaîne manque, c'est clair que vous ne vous retrouvez pas. Et sur le plan économique, en dehors des valeurs, sur le plan économique, qu'est-ce qui peut amener l'Afrique à retrouver ses lettres de noblesse? Mais ça va de pair. Ça va de pair dans la mesure où le partage, la question de l'économie de manière vulgaire ou de manière basique, c'est un partage. Je te donne, tu me donnes, et puis on achète à gauche, on reçoit, on vend à droite, ce n'est que ça. Donc c'est toujours la question de valeur, de partage, etc. S'il n'y a pas ça à la base, si on n'apprend pas les gens à travailler, si on n'apprend pas les gens à respecter le travail d'autrui, à comprendre le travail d'autrui, à apprécier le travail d'autrui à sa juste valeur, vous comprenez très bien que ça n'ira pas bien loin. Ce qui justifie un peu la situation qui a prévalu il y a quelques semaines en Afrique du Sud. Alors, toujours c'est une perte de repère, parce que dès qu'on ne va pas expliquer aux gens que les Africains, nous sommes tous des frères, ce sont quasiment les mêmes peuples. Les mêmes peuples. Il y a une manière de pouvoir traiter autrui, qu'on a toujours eu chez nous. Quand tu reçois un étranger, tu le reçois correctement. Quelles que soient les cultures d'ailleurs. Surtout dans la culture africaine. Mais dès qu'on a perdu ça, on voit l'étranger comme l'intrus, comme l'agresseur, comme le voleur, comme le bandit. Il va sans dire qu'on ne peut qu'avoir des conséquences sur la xénophobie. Ceci dit, j'aurais épousé les propos d'un chef d'État français, un homme politique français qui disait « Ne l'ont pas également épousé toute la misère du monde ». C'est vrai. C'est vrai. Dans ces cas-là, il faudrait que chacun puisse d'abord avoir une base d'éducation dans son territoire, c'est-à-dire selon l'espace donné, le Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, etc. Et puis quand on se retrouve, on tourne un endroit de partage où tu m'apportes quelque chose, moi également je t'apporte quelque chose. Il n'est pas bon que ce soit en sens unique, où des gens viennent chez vous, ils puissent vos richesses, ils abusent de vos territoires, ils se croient, ils se mettent à leurs aises et puis font tout n'importe quoi. Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Ma mère n'acceptera jamais qu'un étranger vienne faire du désordre dans sa maison. Mais si c'est son fils, elle est prête à accepter. Mais si l'étranger n'acceptera pas. Donc c'est une manière de dire que quand on arrive chez autrui, il faut un peu respecter les valeurs de chez autrui. Et quelquefois, nos frères qui vont dans d'autres pays ne le font pas. Ils sont imbus, ils sont arrogants, ils sont agressifs, ils sont plongés dans une perte de valeur ou d'éducation, et puis on ne se retrouve pas. Et ça crée des conflits tels qu'en Afrique du Sud. Mais je ne pense pas un seul instant que les Africains ou encore les Sud-Africains soient des xénophobes. Je ne pense pas ça. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'ailleurs issus d'un brassage. C'est la fin de cette troisième partie. Je rappelle que Télésphore Bamgom est notre invité. Il est le directeur de publication du bimensuel Le Verbe d'Ngomo. On se retrouve à nouveau dans l'eau vif. Télésphore Bamgom, vous bénéficiez de la double nationalité française et gabonaise. Est-ce vrai? Pas encore. Pas encore. J'ai engagé une demande. Quand j'étais, du moins quand j'étais très actif à l'UMP, beaucoup de parlementaires du département de la Somme me l'avaient proposé. Ils m'ont dit, tu joues un rôle important dans notre département. À l'UMP, il serait peut-être intéressant que tu puisses avoir une nationalité française. Comme ça, on pourra te présenter sur les listes. Tu pourras également nous aider de manière plus approfondie dans les campagnes. Je leur avais dit que je me donne du temps au temps. Et puis, la raison fondamentale, c'est que j'avais vu ça comme une trahison de mon pays, le Gabon. En réalité, c'est ça. Je leur ai dit, je donne le temps au temps, mais je n'ai pas envie de trahir mon pays parce que je ne compte pas m'éterniser en France. Je suis venu en France pour apprendre, pour acquérir un savoir, savoir-faire, savoir-être. Maintenant, je rentre dans mon pays pour servir parce que
il n'y avait pas encore toutes ces capacités dans mon pays. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Une fois que j'ai fini de servir être en France, fini mes études, je suis rentré au Gabon pour servir, mais je commence à un peu à regretter quand je constate les réalités sur le terrain où la question des libertés ne sont pas du tout respectées. Alors, si je comprends bien, vous avez donc initié cette demande de nationalité à la suite de cette brouille avec le pouvoir. Oui, oui, j'ai compris que... Il y a d'autres pouvoirs qui peuvent venir plus tard. Mais pour l'instant, on est sur ce pouvoir-là. Au moins, je me contente et donc, et si un autre pouvoir arrivait, vous changeriez de nationalité et vous renonceriez à la nationalité française si vous l'obtenez? Par mesure de précaution, étant donné que l'homme reste un être imprévisible, il serait peut-être mieux d'avoir une double nationalité. Au moins, c'est qu'on est protégé par un pays où la question des valeurs fondamentales, la valeur de la liberté, parce que je défends la liberté, est respectée. C'est-à-dire toutes les fois où la liberté sexuelle, la liberté politique, la liberté sociale, la liberté culturelle n'est pas respectée, je m'y oppose. Et souvent, ce sont des positions que n'apprécient pas les pouvoirs établis en Afrique. Donc du coup, je risque beaucoup, mais j'en ai pris la pleine mesure. C'est vraiment pour laquelle je ne suis attaché à rien du tout. Je ne suis attaché à rien du tout, même pas ma propre vie. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'amis au sein de l'UMP. Vous soutenez clairement le président de l'UMP aujourd'hui? Alors, je n'aurais pas fait... Lorsqu'il y a eu des primaires au sein du parti, je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy. J'avais voté pour François Fillon, et de moins pour... il s'appelle l'autre... Juppé? Non, j'étais beaucoup plus penché plus pour Juppé, mais je n'ai pas du tout voté Sarkozy parce que j'estimais que Sarkozy avait échoué. Il avait échoué, et quand on a échoué, on laisse la place à d'autres personnes. Il n'a pas été à la hauteur de la fonction, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu aux attentes des Français, et puis il a déçu beaucoup par son comportement. Une fois de plus, on va sur l'éducation, ce sont des choses sur lesquelles je suis très attaché. Et puis je contestais ces positions-là, et j'ai pris beaucoup de recul. C'est vraiment pour laquelle aujourd'hui, je n'aurais pas fait ce choix-là, mais il est là aujourd'hui, parce que la majorité a décidé. Mais ceci de passage, je prends acte. Alors, dernière question, je vais vous demander de la découvrir. C'est vrai qu'il va falloir que vous nuanciez. C'est une question de bon sens. Vous allez la découvrir et vous la lisez et vous répondez à la question. C'est vrai qu'il y aura une nuance que vous allez apporter au regard de la réponse que vous venez de nous donner. Vous êtes un fervent soutien à Nicolas Sarkozy? Alors, je dirais non. Que pensez-vous de la situation chaotique qu'il a créée en Libye et de ses conséquences? À cette question, François Hollande y a clairement répondu. On ne règle pas des problèmes en y ajoutant des problèmes. On n'éteint pas le feu par le feu. On trouve des solutions intelligentes. Pensez que c'est en armant des rebelles dont on n'a pas la pleine maîtrise, dont on n'a pas la pleine considération, juste parce qu'on veut régler les comptes à un seul individu, ou du moins à tout un système incarné par un seul individu, je trouve que c'était une erreur grossière. Aujourd'hui, l'Afrique en pâtit énormément. D'ailleurs, lorsque Muammar Kadhafi est tombé, je fus partie des personnes les plus attristées, non pas parce que j'appréciais le personnage, mais parce que je mesurais les conséquences des actions qui allaient poursuivre, et surtout de l'erreur gravissime de Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle j'ai fortement milité pour qu'il échoue à la présidence de la République. Et quand François Hollande a gagné, je fais partie de ceux qui ont, de l'UMP, qui ont sabré des champagnes chez eux. Parce que je considérais que Nicolas Sarkozy n'avait pas pris la hauteur, n'avait pas mesuré l'importance de sa fonction. Il avait agi sur l'émotion, alors qu'il fallait beaucoup plus avoir le sens de la raison. Quand on écoute aujourd'hui des personnes autorisées, d'ailleurs, le cas échéant, Jean Ping, qui a écrit un livre là-dessus, Clip sur l'Afrique, il fallait tuer Muammar Kadhafi. On se rend compte qu'il y a une réalité. C'est qu'ils avaient proposé un plan de sortie de crise que Muammar Kadhafi avait plus ou moins accepté, et qui est d'ailleurs le même plan qu'on propose à Bachar el-Assad, qui aujourd'hui est encore au pouvoir. Bon, ce deux poids deux mesures, encore l'injustice, on fait référence à quelle valeur? Vous voyez? Alors, comment régler cette situation aujourd'hui? Je n'ai pas envie de... La question de l'État islamique, de Boko Haram, de tout ce qu'il y a comme insurrection dans cette zone et sur tout le continent africain. Je n'ai pas envie de dire, comme
Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il s'agissait du conflit israélo-palestinien. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre cette question-là. Mais je suis fortement tenté, dans la mesure où, lorsqu'un problème quitte du simple plan politique pour entrer dans le religieux, donc les motifs, le sentiment, ça devient très très difficile. Parce que ça devient un problème qui n'aura quasiment pas de fin, parce que la religion en général, elle finit pas. Elle finit pas. Et nous y sommes aujourd'hui. On n'est plus dans sur le plan, l'aspect politique, on est sur un aspect purement religieux. Donc la guerre contre les Arabes, la guerre contre les musulmans, etc. Et ils vont se défendre. Ils vont se défendre, ils vont chercher à s'étendre, à se défendre, à s'étendre. En s'entendant, il y a beaucoup de dégâts au passage. Dans ces cas-là, on comprend bien que Nicolas Sarkozy a complètement déconné, permettez-moi l'expression, sur ce dossier-là. Il a très très mal agi. Il n'a pas été responsable, il n'a pas été sage. Alors à ce titre, vous ne le reverriez plus à la tête de la France? Si c'est avec moi, je pense qu'il ferait mieux d'écrire ses bouquins, ses mémoires, et ce serait la France en porterait mieux. La France et l'Afrique d'ailleurs, peut-être aussi le monde. Alors revenons au Gabon, et c'est une question qui vous concerne. Le verbe d'Ngomo, comment se porte-t-il aujourd'hui? Alors, il se porte très bien, figurez-vous. J'ai expérimenté l'idée qui disait que lorsqu'on venait à censurer un ouvrage, c'est-à-dire un livre, c'était la meilleure manière de faire sa promotion. Après 6 mois de suspension injuste, je le précise, 6 mois de suspension injuste, le verbe de Ngomo se porte bien. Les lecteurs en redemandent, les lecteurs apprécient l'analyse, je reçois beaucoup de coups de fil, y compris des soutiens financiers. Des personnes qui ont tellement apprécié un article, bien tellement apprécié la parution, ils s'appellent pour me dire, jeune homme, on ne sait pas que vous étiez aussi jeune, mais comme pour vous aider, voici tel montant. Voilà. Ce sont des choses qui donnent beaucoup d'espoir, beaucoup de courage, et puis ça nous aide à maintenir le cap. Et vous êtes convaincu que la suspension était vraiment injuste? Ça a été finalement un mal pour un bien. Elle était injuste, cette décision, parce que quand M. Jean Ping et M. Jacques Adiaïno ont décidé de sortir du Parti démocratique gabonais, ils y sont entrés librement. Ils décident de sortir. On ne va pas commencer à créer une polémique énorme, grave, qui a créé des génocides ailleurs, en disant qu'ils ne sont pas gabonais, l'un est chinois, l'autre serait, je ne sais pas quelle nationalité, tchétchène, ou ukrainienne. Ukrainienne. C'est quand même assez grave. Moi je le dis, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut entrer le débat. Parce que notre champion de 2009 avait eu un contentieux de cette nature-là, du fait de son acte de naissance. Et j'avais titulé « Et si on parlait d'acte de naissance ?» Et que si on continue à parler de ce sujet-là, dans ce sens-là, c'est Ali Bongo qui trinquera. Et quelques mois après, j'ai pris 6 mois ferme, sans respecter le code de la communication, sans respecter l'esprit de la Constitution, la liberté d'expression. On ne peut pas restreindre le champ d'écriture des journalistes sans pour autant penser un tant soit peu violer la Constitution et le code de la communication en République gabonaise. J'ai pris 6 mois de suspension que j'ai avalé amèrement, je ne vous le cache pas, amèrement. J'ai contacté la Cour constitutionnelle qui m'a dit qu'elle n'était pas compétente, il fallait voir le Conseil d'État. J'ai déposé le dossier au Conseil d'État. J'attends toujours au moins une convocation. Je n'ai pas encore reçu de convocation. Cela me fait bientôt faire 5 à 6 mois. Ceci dit, au passage, quand je regarde après le livre de Pierre Péan qui sort en octobre 2014, un véritable brûlot, où il déballe 10 fois plus ce que je redoutais, je me dis, mais où en sommes-nous? Aujourd'hui, qui a trinqué? Aujourd'hui, l'état civil ou la filiation de qui est problématique aujourd'hui, pose problème aujourd'hui. Vous voyez? Quelquefois, mes amis ne savent pas lire ce que nous disons. Ils font dans les motifs, ils font dans l'émotionnel, et ça pose des conséquences très graves. Aujourd'hui, je crois que ce sont les collaborateurs d'Ali Bongo qui ont foutu le chef d'État dans cette situation un peu merdique. Lui-même étant également responsable, mais je pense qu'ils l'ont davantage enfoncé. Télésphore Bamgoum, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, je vais vous demander de nous faire la courtoisie de coucher quelques mots sur le livre d'or de Carnot Politis, s'il vous plaît.
je vais lire votre mot. À mes très chers frères de Carnopolitis, le plaisir fut pour moi de m'exprimer librement sur votre média. Je lui souhaite ainsi qu'à vous-même plein succès. Merci encore, signé Télésphore Obamgoba. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.